Alors, dans nombre de mes podcasts, de mes vidéos, je parle d'intensité et il est quand même peut-être temps que je décrive exactement de quoi il s'agit. C'est très important parce que c'est vraiment la base des bases de l'accord mets et vin. Si on ne trouve pas un équilibre d'intensité entre le plat et le vin, l'un va passer sur l'autre, l'autre va passer en dessous. Et donc, il n'est plus la peine de chercher un accord après. Si l'un passe dessus, l'autre passe dessous, rien ne pourra matcher derrière. C'est pourquoi la base, c'est l'intensité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité? Ça n'est pas la puissance. J'insiste là-dessus parce que la puissance d'un vin, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Ça peut être la puissance en sucre, ça peut être la puissance en acidité, ça peut être la puissance en tanin, ça peut être la puissance en aromatique. Voilà, il peut y avoir plusieurs aspects de la puissance du vin. Elles peuvent se cumuler ou bien il ne peut y en avoir qu'un des aspects. L'intensité, c'est vraiment la structure même du vin, sa colonne vertébrale qui lui donne toute sa plénitude, toute sa chair réellement, qui va lui donner sa force, sa présence en bouche, indépendamment de l'aromatique. L'intensité, c'est vraiment lié finalement au corps du vin, si on peut dire. Alors, on a tendance à classer les vins par intensité, une échelle d'intensité, ce qui permet ensuite de classer aussi les vins par typicité. Et la typicité, c'est vraiment la bibliothèque de bouteilles pour l'accord mets et vin. Une fois qu'on a nos rayons de vin classés sur les rayons de typicité, alors on peut très facilement faire l'accord mets et vin derrière. Et donc la typicité entre enfin, l'intensité entre bien sûr dans la typicité. Mais je ferai quelque chose d'un peu spécial sans doute sur la typicité. Pour ce qui est de l'intensité, il faut avoir en tête que les vins sont plus ou moins présents en bouche, ont plus ou moins de corps, ont plus ou moins d'effets en bouche, indépendamment de leur puissance respective, encore une fois. Alors, on a tendance à classer sur une échelle d'intensité en partant du vin blanc le plus nerveux au vin rouge le plus corsé, le plus opulent, et puis derrière jusqu'au moelleux, liquoreux. Alors, cette échelle d'intensité, en fait, elle est assez logique hein. En elle-même. On part des vins blancs donc nerveux, type le muscadet, par exemple. On va ensuite sur des vins plus vifs, qui sont comme par exemple le Chablis. On va sur des vifs légers qui ont un tout petit peu plus de corps, comme peut avoir par exemple un, un vin de Loire, un Sancerre un petit peu plus vif et présent déjà, avec peut-être un peu de mâche. Ensuite, on va passer sur les blancs aromatiques. Alors là, c'est une catégorie particulière qui est liée à certains cépages dits aromatiques, où là on a puissance d'arôme, comme le Gewürztraminer, comme le Sauvignon blanc par exemple. On peut aussi y mettre le Condrieu par exemple. Et puis, on va avoir des blancs plus opulents, plus ronds, comme les Bourgognes, par exemple. On va ensuite monter avec les vins du Sud, qui peuvent avoir plus de charpente, plus de soleil, plus de consistance également. Et puis, on va ensuite passer au rouge. Alors, pour les rosés, en général, ils se situent plutôt au même niveau que les blancs nerveux, les blancs vifs. Et puis, on peut monter un peu avec les rosés de saignée, comme les Tavel, par exemple. Alors, après, donc, on passe au vin rouge. Et là, on commence par les vins rouges légers, type le Beaujolais, par exemple. On va monter un petit peu ensuite en intensité, avec des vins un peu plus structurés, comme on va pouvoir trouver sur certains vins de Loire, par exemple, déjà comme les Chinons, déjà un peu plus structurés également. Puis ensuite, on va passer dans une catégorie tout à fait à part,
qu'on appelle les soyeux, qui est réservé au vin de Bourgogne, avec cette finesse, et en même temps cette belle structure en bouche, cette belle rondeur soyeuse. On va monter ensuite en intensité avec des vins un petit peu plus corsés, des vins, enfin pas si corsés que ça, hein, des vins qui sont déjà plus charpentés, comme les Côtes-du-Rhône. Vous voyez toute cette structure, cette typicité-là des Côtes-du-Rhône. Et puis ensuite, on va monter encore en intensité avec les vins qu'on appelle les velours, hein, les Bordeaux par exemple, typiquement, ce sont ces vins-là. Et puis alors après, on va vraiment monter en puissance avec les vins tanniques plus corsés, comme les Madirans, les Cahors et puis les Mourvèdres de Bandol par exemple. Alors pour les vins, évidemment, c'est très lié au cépage, hein. L'intensité du vin est très liée au cépage, mais pas uniquement, hein. C'est aussi lié à la zone géographique, à la minéralité, à la fraîcheur. Bon, j'aurai sans doute l'occasion de revenir là-dessus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une échelle d'intensité qui est de la pure logique, hein. Si vous avez une mémoire gustative de vous-même, vous arrivez à peu près à classer les vins par intensité, hein. On a juste un petit hiatus dans cette échelle, entre les blancs les plus ronds, les plus opulents et les rouges les plus légers. Si vous passez, par exemple, vous avez un vin type un Condrieu, ou bien alors un blanc de Bourgogne type Meursault, le Beaujolais, il a beau être rouge, derrière le petit Beaujolais village, il aura du mal à passer. Donc là, on a un petit hiatus quand même sur cet entre-deux. Donc c'est la base, hein. On a donc cette échelle d'intensité, mais il faut savoir qu'en face, on a également l'échelle d'intensité des plats. On a des plats qui sont d'une intensité très légère et des plats qui sont d'une intensité beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Alors, évidemment, en général, on commence par les poissons et puis viennent ensuite les viandes. Alors, dans les poissons, tout dépend parce que la cuisson va également changer l'intensité. Alors, vous pouvez partir du poisson cru jusqu'au poisson grillé, et puis pour les viandes, de la viande en tartare jusqu'à la viande également grillée, et vous mettez toutes les intensités de cuisson différentes entre les deux. Le fromage, lui aussi, a ses propres intensités, entre le fromage frais et le fromage fait, entre les pâtes molles et les pâtes dures. Là aussi, il y a toute une intensité, mais encore une fois, hein, si vous faites appel à vos souvenirs gustatifs, vous pouvez les classer très très logiquement. Et donc, mis à part ce problème du fromage qui risque pour certains fromages de nous faire rebaisser en intensité dans l'échelle d'intensité après un plat puissant, globalement, on peut suivre l'échelle d'intensité des plats. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'intensité du plat soit la même que l'intensité du vin. Et donc, on a nos deux échelles d'intensité, hein, du poisson cru à la viande la plus cuite, du blanc nerveux au rouge le plus opulent, même en passant après sur les moelleux et les liquoreux. On a notre échelle d'intensité et il nous faut mettre en face le vin à l'intensité équivalente. Évidemment, sur un poisson cru, alors, tout est en nuance après, mais globalement, sur un poisson cru, on va plutôt partir, par exemple, ou sur une huître, on va partir sur un blanc nerveux. Cela dit, si le poisson cru, par exemple, est un bar ou un saumon, il y a du gras, donc on va pouvoir monter un petit peu en intensité. Tout dépend de ce que l'on veut faire, mais ça, c'est une autre histoire, hein. Une fois qu'on a trouvé l'intensité, il y a plein de choses qu'on peut créer dessus, mais la base, c'est de trouver l'intensité, la bonne intensité. Donc, trouver la bonne intensité, monter en intensité, c'est pour ça que, tout simplement, au bout d'un moment, on passe du blanc au rouge parce qu'on passe du poisson à la viande. Je pourrais faire un détail sur chaque chose, hein, mais le poisson est une chair fragile, donc on ne peut pas avoir une intensité trop violente, trop lourde. Donc on monte comme ça sur notre échelle d'intensité en parallèle. Et c'est vraiment capital d'avoir à l'esprit que si l'un des deux passe sur l'autre, c'est pas la peine de chercher à aller plus loin dans les accords. Mais une fois qu'on a notre intensité, alors on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les accords mets et vins. Est-ce qu'on veut accompagner le vin? Est-ce qu'on veut ajouter le plat? Est-ce qu'on veut ajouter un condiment? Est-ce qu'on veut faire ressortir le vin? Est-ce qu'on veut faire ressortir le plat, etc. Mais tout ça, toutes ces belles choses qui sont tout le jeu du sommelier, ça n'est possible que si et seulement si vous avez réussi à
trouver l'intensité équivalente, l'équilibre dans l'intensité. Alors l'équilibre dans l'intensité, c'est valable pour l'accord mets et vin, mais c'est valable aussi pour la suite du service. C'est-à-dire que si vous mettez un vin plus intense avant un vin moins intense, votre vin moins intense, si délicieux soit-il, vous paraîtra fade. Alors, la grosse difficulté, l'enjeu, l'équilibre absolu, je dirais, de tout un repas, c'est de réussir à avancer en intensité, tant dans le changement de plat que dans le changement de vin. Si vous avez un plat plus intense avant un plat moins intense, par exemple, si vous commencez votre repas avec un pressé de confit de canard et que vous passez derrière sur des huîtres chaudes, par exemple, vous voyez bien que si délicieux soit l'huître, il va y avoir un problème d'intensité. Et derrière, vous allez être aussi obligé de redescendre en intensité en vin. Alors, pour bien réussir tout ça, c'est-à-dire, l'idée, c'est évidemment de se faire un plaisir constant du début à la fin du repas et de ne pas gâcher surtout les vins et les plats qu'on a préparés. Parce que on peut se dire, oui, mais c'est bon, j'aime bien. Néanmoins, passer après quelque chose de puissant, si bon soit-il, encore une fois, ça vous paraîtra fade et ce sera gâché et le vin et le plat que vous avez préparé. Alors, montez en intensité de façon parallèle entre le plat et le vin. Ça suppose donc d'avoir à l'esprit les intensités, l'équilibre d'intensité de chaque plat et de monter ainsi. Alors évidemment, le petit truc, c'est plus comme on monte en intensité en fonction du repas, au fur et à mesure du repas, le truc c'est qu'il ne faut pas commencer par un plat et un vin d'une très forte intensité. Si vous êtes amené à commencer par un Cahors, parce que par exemple le foie gras marche très bien avec le Cahors, eh bien vous voyez que vous partez déjà très haut dans l'intensité, parce qu'au-dessus du Cahors, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes obligé de passer peut-être sur un Bandol, un Madiran. Alors si vous envisagez 3 vins, ça va être la catastrophe pour la montée en puissance du repas. Donc, je récapitule, trouver l'intensité égale l'équilibre entre le plat et le vin, faire une montée d'intensité parallèle pendant tout le repas entre le plat et le vin pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre et qu'il n'y ait pas non plus de chute d'un vin à l'autre. Et puis, pour éviter tout ça et pour éviter une surcharge, commencer par des plats et des vins qui soient d'une intensité faible, en tout cas pas d'une énorme intensité. Voilà, j'espère que ceci vous aura un peu aidé, vous aura mis le vin à la bouche. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. C'est juste une trame que je viens de vous poser, une trame, un squelette sur lequel on peut faire des dizaines, peut-être même des centaines et des centaines de nuances que j'aurai plaisir évidemment à vous donner. D'ailleurs que je vous donne un peu sur Instagram lorsque je fais des idées accords mets et vins sur des tout petits shots j'explique pourquoi je choisis telle ou telle chose, parce que tout est dans la nuance et c'est ce qui fait la beauté du métier.